À la une ce soir. Faites-vous-en pas. Attendez encore quelques semaines, puis vous allez comprendre dans quelle crise on va se trouver. Grève des ingénieurs, les pourparlers sont rompus entre Québec et le syndicat. Madame Duranceau, elle se cache derrière ses fonctionnaires. On trouve que de l'autre côté, ils font preuve d'une arrogance et du mépris envers les ingénieurs, envers notre association. Phénomène des no-shows, des restaurateurs chargent des frais excessifs aux clients qui n'honorent pas leur réservation. On charge 50 $ par personne. C'est uniquement en cas de no-show. Ça vaut pas la peine. Tu vas payer pour rien. Fin du Conseil de la Fédération, Mark Carney appelle à l'unité canadienne pour faire face à la guerre tarifaire. We are in a stronger position than we were when this trade war started. We have to hit them back with everything we have until they feel the pain. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon jeudi tout le monde. Exclusif Nouveau Info. Ça va mal entre Québec et ses ingénieurs. Ça va même très, très mal. Les quelques 2000 ingénieurs du gouvernement sont en grève depuis 10 jours maintenant et les discussions sont rompues depuis plus d'une semaine. Selon le syndicat, c'est la CAQ qui a quitté la table des négociations. Le reportage de Véronique Dubé et Noah Bell. Ça paraît peut-être pas parce que ce sont les vacances de la construction, mais il y a 2000 ingénieurs au Québec qui sont en grève et ça affecte 127 chantiers de construction comme celui que vous voyez derrière moi. Et là, selon le syndicat, le gouvernement du Québec vient de quitter la table de négociation. Alors tenez-vous bien, ça bougera pas après les vacances. Ça fait 2 semaines et demie de grève. On a essayé d'arriver avec une approche de compromis. Et le gouvernement a tout simplement quitté la table. Donc, ils ont rompu les négociations. Ils disent qu'on a un fossé infranchissable qui nous sépare entre nos demandes et leurs offres. La grève n'affecte pas juste les chantiers routiers, mais aussi 26 ministères. Que ce soit au ministère de l'Environnement, ministère d'Énergie et Ressources naturelles, ministère des Transports, ministère des Affaires municipales. Les impacts qui sont majeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas juste les chantiers routiers là, qui roulent l'été. Là. Par exemple, ici au port de Montréal, il y a des grandes pièces d'équipement qui restent en place et l'entreprise a besoin de l'approbation des ingénieurs. Malheureusement, les ingénieurs sont en grève. The cargo is sitting there since almost 10 days right now and accumulating, storage charges. Can you tell us what type of equipment you're bringing in? Parts for nuclear plants. So for you, quickly, the frustration, can you describe it? The frustration is that we cannot move the cargo, and we cannot accomplish what our client requests us, Les ingénieurs n'ont pas de convention collective depuis 2023 et ils réclament un rattrapage salarial similaire aux autres employés de l'État. Ça fait plus de 3 ans et demi là, qu'on est sans convention, puis que les négociations piétinent. Et puis, vous demandez quoi, vous? Ça fait, je vous dirais, depuis le début qu'on souhaite être traité comme parmi les groupes prioritaires. On a entendu M. Legault dire en Chambre à l'Assemblée nationale qu'il avait donné une enveloppe budgétaire monétaire en masse salariale équivalent à 25 % de la masse salariale pour les infirmières, pour les enseignants. Nous, on est capable de trouver un règlement assez rapidement si le gouvernement faisait l'effort de nous offrir le même type d'enveloppe. Pour le moment, le gouvernement, sa position, c'est on n'a fait aucun compromis sur notre cadre financier qu'on avait établi initialement. Le syndicat est en colère contre la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. Madame Duranceau, elle se cache derrière ses fonctionnaires. Depuis le début dans cette négociation-là, c'est une négociation qu'on trouve que de l'autre côté, ils font preuve d'une arrogance puis du mépris envers les ingénieurs, envers notre association. C'est sûr que ce gouvernement-là négocie par crise. Lorsqu'on aura une crise, on réglera la situation. Mais faites-vous-en pas. Attendez encore quelques semaines, là, puis vous allez comprendre dans quelle crise on va se trouver. Le cabinet de la ministre Duranceau contredit la version du syndicat et assure attendre une réponse à sa dernière offre. On a sollicité une entrevue avec la ministre Duranceau qui nous dit qu'elle commande seulement quand c'est nécessaire. À Montréal, Noah Abel pour Nouveau Info. On vous a souvent parlé du phénomène des no-shows, mais depuis un an, les restaurants peuvent charger un maximum de 10 $ par personne qui ne se présente pas après une réservation. Mais certains établissements font plus qu'appliquer la loi. Ils prennent beaucoup de liberté. Ils peuvent facturer des dizaines de dollars par no-show. Des consommateurs ont même porté plainte. Les explications de Marika Simard. Si je veux prendre une réservation pour un groupe de 6 personnes, est-ce que vous devez prendre un dépôt? Oui, non, nous ne prenons pas de dépôt, mais nous prenons les informations bancaires. On ne vous charge pas, mais c'est uniquement en cas de no-show. Excusez-moi. Non, c'est pas nettoyé celle-là. Pardon. On charge 50 $ par personne. OK, 50 $ par personne si on ne se présente pas à la réservation. Exactement.
exactement. Depuis un an, les restaurateurs peuvent exiger un montant de 10 $ par personne qui ne se présente pas dans une réservation. Là, comme on vient de le voir, il y a des restaurateurs qui vont au-delà de ce que la loi le permet. Je suis serveuse de métier où je travaille, on le fait pas. À part pour les gros groupes où est-ce qu'on a mettons, la préparation à faire. C'est comme plus que 20 personnes et tout. Ça, on va charger un frais parce que ça nécessite qu'on book plus d'employés, la nourriture, ça. C'est souvent des contrats qui sont adaptés à chaque client là, pour savoir, mais c'est signé d'avance. Dans le sens que si le client ne se présente pas, il y a un contrat qui est fait vraiment. Si au moment de la réservation en ligne, le client décide de cocher les conditions de réservation, que le client donne son numéro de carte de crédit ou signe une entente avec le restaurateur, est-ce que la loi prévaut toujours? La loi sur la protection du consommateur prévoit elle-même qu'un consommateur ne peut pas renoncer à ses droits. Donc, même si un commerçant nous présente un contrat disant qu'on renonce à nos protections, cette renonciation-là n'a pas d'effet. Si on te demandait une carte de crédit pour, je sais pas moi, 50 $ par personne pour une réservation, est-ce que ça te ferait douter? Non. Tu le donnerais? Oh, oui, dépendant de la qualité du restaurant. Bien, honnêtement, si il va y avoir un charge à ce point-là, je suis pas intéressé à faire des réservations. Si je sais que si j'arrive pas, je dois payer quand même. À ce point-là, tu es en train de payer pour un repas que s'il y a un risque que tu vas pas y aller, il y a une urgence ou quelque chose, ça vaut pas la peine. Tu vas payer pour rien. Est-ce que vous avez eu des appels, peut-être des questions à ce sujet-là? J'ai regardé pas toute la base qu'on a, là, mais on a eu peut-être une dizaine de questions là-dessus. Mais je vous dirais qu'en matière de restauration, la question qui vient le plus souvent, c'est les pourboires. L'Office de la protection du consommateur nous a confirmé avoir reçu 14 plaintes depuis l'entrée en vigueur de la loi il y a un an. Oui, bonjour, merci d'avoir patienté. Donc, je vous confirme, on ne prend pas de dépôt pour les groupes. Toutefois, pour les annulations ou les manques de personnes... Évidemment, on n'est pas zélé. S'il y a une personne qui ne se présente pas la journée, 2 personnes, ça arrive toujours, les groupes c'est variable. Mais pour les annulations drastiques, on respecte les pénalités prévues par la loi. Ça, c'en est un qui respecte les lois. Jointe par courriel, l'Association de restauration du Québec indique que plusieurs de ses membres ont mentionné que le montant de 10 $ était insuffisant pour punir les clients qui étaient récalcitrants. Elle demande par ailleurs au gouvernement d'augmenter le montant de la pénalité. Elle ajoute aussi que plusieurs propriétaires n'appliquent pas le règlement, mais que la loi a permis d'avoir un effet sur le comportement du consommateur. Nous avons contacté certains établissements qui exigent des frais supérieurs à 10 $ par personne. Aucun d'entre eux n'a retourné notre demande d'entrevue. À Montréal, Marie Cassima pour Nouveau Info. Le Conseil de la Fédération s'est conclu cet après-midi avec la conférence de presse du premier ministre Mark Carney. La menace tarifaire américaine a évidemment occupé une bonne partie des discussions à Charlottetown. Lily, maintenant, la priorité des élus, c'est de négocier avec la Maison-Blanche d'ici l'entrée en vigueur des tarifs de 50 %. C'est le message qui est envoyé par le premier ministre Mark Carney et les premiers ministres des provinces. Tu le dis, ils étaient réunis dans le cadre du Conseil de la Fédération à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Donc oui, la priorité, c'est de négocier avec le gouvernement américain. Il reste environ 26-27 jours avant que ces potentiels tarifs de 50 % entrent en vigueur. Donc priorité de négocier, mais aussi de développer l'économie canadienne parce que depuis janvier, le premier ministre Mark Carney l'a souligné, il y a 50 missions à l'étranger, des missions économiques qui ont eu lieu de la part de plusieurs élus canadiens. Et ça donne plus de levier au gouvernement canadien dans les négociations avec Washington, du moins beaucoup plus qu'il y a 18 mois. Il faut d'autres options. Et ce qui est évident, que l'administration américaine remarque que le Canada est en train de créer des relations plus étroites avec d'autres économies, les européennes, les anglais, l'économie de l'Asie. On a souvent entendu front commun. C'est vraiment l'image d'un Canada et des provinces unies qu'on a voulu laisser transparaître. Oui, et il y a notamment été question des barrières commerciales qui existent entre les provinces. Et maintenant, on sent vraiment un désir pour retirer ces barrières-là. On peut écouter le premier ministre de l'île du Prince-Édouard, qui était aussi par le fait même président du Conseil de la Fédération cette année. Removing internal trade barriers has been something talked about by politicians for years. It shouldn't be more difficult to do trade between our provinces than it is to do trade between countries. So
In the last 18 months, we've made significant progress. Provinces and territories have introduced legislation that will make it easier to do business across the country. Et d'ailleurs, voici le message de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui s'est adressée aux gens un peu plus tôt dans la journée. D'une part, je demande à ce que les provinces aient accès à un plan de négociation, au plan de négociation du fédéral, un plan clair. Vous le savez, les décisions qui vont être prises par le gouvernement canadien vont avoir des impacts importants sur notre économie. Alors, je demande à ce que le Québec soit pleinement informé et associé à la stratégie canadienne. Merci beaucoup, Lily. Au revoir. Maintenant, le procès de Luciano Fratolin s'est ouvert aujourd'hui dans l'État de New York. Le Montréalais de 46 ans est accusé du meurtre au 2e degré de sa fille de 9 ans et de dissimulation de cadavre. Il a plaidé non coupable. Lors de sa plaidoirie d'ouverture, la poursuite a rapporté que le père était mécontent de l'entente de coparentalité conclue avec la mère de l'enfant. Du côté de la défense, on soutient que la police a ignoré des éléments de preuve et qu'elle a tiré des conclusions trop hâtives. Guerre au Moyen-Orient maintenant. Les rebelles Houthis ont revendiqué des attaques contre des pétroliers dans la mer Rouge. Ça vient bien sûr ajouter de l'huile sur le feu du conflit qui s'éternise entre l'Iran et les États-Unis. Sabrina, le président Trump qui menace maintenant les rebelles du Yémen de représailles. Parce que c'est comme un nouveau secteur de guerre qui vient de commencer. Donc, Donald Trump a vraiment levé le ton aujourd'hui. Il a menacé donc les rebelles Houthis. Il a écrit une publication d'ailleurs aujourd'hui sur Truth Social. Alors, il a dit que si les Houthis récidivent, eh bien, les États-Unis vont répliquer en tenant donc responsable l'Iran, mais aussi qu'il y aurait des lourdes sanctions pour, bien sûr, l'Iran, mais aussi les Houthis, parce qu'il faut comprendre que les rebelles Houthis sont soutenus par l'Iran. Donc, je rappelle que les Houthis ont attaqué 2 pétroliers avec des missiles et des drones, et ils ont d'ailleurs aussi annoncé qu'ils souhaitent effectuer un blocus des navires d'Arabie saoudite, et c'est le premier exportateur mondial de brut. Et conséquence, eh bien aujourd'hui, les cours du pétrole ont grimpé en flèche. Le baril de Brent qui a dépassé les $100 aujourd'hui. I hope that will de-escalate because I think the Houthis, frankly, got snookered into this thing by the Iranians, and they were smart to stay out of it, and they should stay out of it, and they should stop. We'll see what happens there. Obviously, it's not a positive development. Donc, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ont condamné, en fait, les attaques en mer Rouge. C'est le cas notamment du Royaume-Uni. Il y a également l'Allemagne qui va retirer des navires de la région. Et il y a la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, qui a réagi sur X. Elle a dit « Nous réaffirmons l'importance de la liberté de navigation et des obligations énoncées dans la Convention des Nations unies sur le droit des mers. Nous appelons les Houthis à cesser immédiatement leurs attaques contre les navires commerciaux et à respecter le droit international. » Sabrina, on a aussi appris aujourd'hui que l'accord sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie saoudite est quand même conditionnel à un élément. Oui, et ça, on l'a appris à peine quelques heures après la signature de cet accord-là. Et c'est Donald Trump qui a dit, en fait, que ça devait être conditionnel à ce que l'Arabie saoudite reconnaisse, en fait, l'État d'Israël, que l'Arabie saoudite, en fait, signe les accords d'Abraham. Ça, c'est un accord qui avait été signé en 2020 avec certains pays qui reconnaissaient, donc, l'État d'Israël. Mais est-ce que cette nuance-là, apportée par Donald Trump, va faire en fait capoter l'accord? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Reste à voir, mais en point de presse, quand même, la porte-parole de la Maison-Blanche s'est fait demander pourquoi la reconnaissance d'Israël n'avait pas été nommée lors du dévoilement de l'entente. The president is always the final deal maker, as you know, and this is something that he has mentioned on numerous occasions going back. I can provide you with those statements, and he has said if they don't join the Abraham Accords, the deal is off. So we'll continue to have those conversations with our Saudi counterparts moving forward. Bon, chose certaine, cet accord suscite quand même de l'inquiétude, mais aujourd'hui, il y a le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a dit que l'Arabie saoudite va se doter, en fait, d'un programme nucléaire qui est pacifique et civil. À tout le moins, ça, c'est pour l'instant. À suivre. Donc, merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. On vient chez nous maintenant. Il y a de moins en moins de demandeurs d'asile qui se tournent vers le Québec. Entre janvier et mai 2026, les demandes d'asile ont reculé de 57 par rapport à la même période en 2025, selon les plus récentes données d'Immigration Canada. Et le Québec a reçu quelques 68 000 demandes au cours des 5 premiers mois de l'année, contre un peu plus de 16 000 à la même période l'année passée. Le phénomène s'observe partout au pays.
Salut Victor. Salut Marie-Claude. C'est un sujet sensible. Oui, c'est en baisse partout au Québec, mais particulièrement au Québec, on a reçu 2 fois moins de migrants que l'Ontario. Qu'est-ce que ça te donne, toi, comme indice, tout ça? La première chose que ça nous dit, c'est que les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral fonctionnent. On est dans une nouvelle période. Moi, j'ai bien hâte de voir les effets sur tous les enjeux qu'on a mis sur le dos des demandeurs d'asile. Parce que le problème, il est là, c'est que lorsque l'on dit On a un petit problème de micro, Victor. Continue, je vais me coller sur toi. Non, c'est ça. Le problème, c'est que lorsque l'on dit que les demandeurs d'asile sont coupables de plusieurs enjeux, à ce moment-là, on doit s'expliquer lorsque les demandes baissent de cette façon-là et qu'on se retrouve avec des chiffres qui sont nettement moins grands et qui, donc, amènent à moins de difficultés pour le gouvernement du Québec. Autre sujet, on va parler quand même du Conseil de la Confédération aussi, avec ce discours de Mark Carney aujourd'hui. Monsieur le premier ministre qui dit finalement, on est prêt, on est mieux préparé en tout cas à faire face à la menace de Donald Trump. Est-ce que c'est réellement le cas? Clairement, du côté des premiers ministres, on a donné à M. Carney les cartes qu'il a en main pour pouvoir négocier. Donc, c'est à ça que sert ce Conseil de la Fédération, justement, à s'assurer que les différentes provinces ont exprimé au premier ministre là où ils étaient prêts à aller. Ouais. Et à ce moment-ci, Mark Carney a une bonne connaissance de ce que les provinces s'attendent de sa part, de ce qu'il a et ce qu'il peut négocier et comment il va pouvoir se positionner face à Donald Trump, sachant qu'il reste encore plusieurs semaines de négociations possibles. Est-ce que M. Carney doit quand même se repositionner, là? Parce que là, il nous disait, avec son gouvernement, ça va bien les négociations avec Donald Trump, et là, on s'est ajouté des tarifs de 50 Même chose avec le pont Gordillow. Encore une fois, on a l'impression de s'être fait rouler dans la farine. Est-ce que c'est important pour lui de se repositionner présentement? Bien, je pense qu'il va devoir clairement répondre aux attentes. Et c'est ça le grand problème de Mark Carney à ce moment-ci, c'est que les attentes sont importantes, mais il n'est pas le seul qui négocie. Aujourd'hui, dans ses déclarations, ce qu'on a vu, c'est qu'il tente d'aller de plus en plus sur ceux qu'il contrôle. Donc, il va nous parler du commerce intérieur, des investissements qui ont été faits, des cartes qu'il a en main. Mais au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est une bonne entente pour le Canada. Et pour ça, ça doit prendre 2 personnes. C'est l'exemple d'ailleurs du pont Gordie Howe. Qu'est-ce qui est une bonne entente dans un contexte où Donald Trump l'a dit, il y aura des tarifs pour les gens qui signent des ententes avec les États-Unis? Une chose certaine, c'est que Mme Fréchette, elle, veut s'assurer que ce soit aussi une bonne entente pour le Québec. Comment tu as trouvé son discours à la première ministre? J'ai trouvé son discours extrêmement solennel et il frappe un peu dans les différences avec le discours qu'on a vu de Doug Ford. Mme Fréchette ne perd pas de temps à tenter de réagir à ce que le président américain dit. Ce qu'elle fait, par exemple, c'est qu'elle dit aux Québécois ce qu'elle va faire pour eux. Elle parle, par exemple, de l'appui aux entreprises québécoises, aux travailleurs du Québec, des conditions aussi pour le Québec, la spécificité culturelle et la gestion de l'offre et du fait qu'elle veut que le fédéral soit transparent sur son mode de négociation. Bravo à la première ministre qui prend une position qui va beaucoup l'aider dans la période électorale. On est comme sur une bonne lancée là, pour Mme Fréchette avec une annonce où elle va conserver Mme Biron comme candidate. Oui, tout à fait. Une autre bonne nouvelle pour elle aujourd'hui, Mme Biron qui restera candidate. On voulait éviter justement de donner l'impression que les gens quittent du côté de Mme Fréchette. Donc, on garde cette candidate d'expérience. Mais au-delà de ça, Mme Fréchette est dans une position de première ministre qui lui va bien et qui va l'aider pour la période électorale à venir, surtout sur les tarifs. Elle occupe la glace aussi présentement. Elle occupe la glace et la question des tarifs est une question sur laquelle Mme Fréchette peut remporter des points. D'ailleurs, rappelons-le, Mark Carney a réussi à renverser la tendance sur cette même question. Merci beaucoup, Victor. Bonne soirée. Salut, Raphaël. Alors, on a perdu un grand musicien, Oliver Jones, qui est vraiment une figure marquante du jazz ici à Montréal. Un des plus grands musiciens de jazz, même au Canada, qui nous a quittés à l'âge de 91 ans, qui était déjà un prodige à l'âge de 3 ans. Il écoutait la radio puis il reproduisait les chansons qu'il entendait à l'oreille, exactement comment il venait tout juste de les entendre. Et il a fait des spectacles un peu partout dans le monde. Il est allé en Chine, il est allé aux États-Unis, en Europe. On l'a décoré de plusieurs prix aussi. L'une de ses distinctions marquantes en 2023, il a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne. Évidemment que c'est un départ qui fait réagir. Entre autres, il y a la première ministre Christine Fréchette qui a écrit « Le Québec perd aujourd'hui un ambassadeur exceptionnel de sa culture ». Grégory Charles aussi qui a réagi, qui le décrit comme étant un grand homme, toujours disponible pour aider un ami ou une cause. Et il y a la chanteuse Ginette Renault aussi, vous voyez ces images qu'elle a déposées sur son compte Facebook. Elle avait partagé la scène avec lui en 2014, puis ce qu'elle dit, c'est « Trouve-toi un beau piano, là-haut, un jour, tu verras arriver la Renault ». Et on va écouter son ami et relationniste de presse d'Oliver Jones, le Simon Fauteux, qui explique de quelle façon il a marqué sa trace comme artiste, mais également auprès des jeunes. Il a facilité l'écoute du jazz pour beaucoup de gens,
pour qui le jazz n'est peut-être pas une musique nécessairement évidente, même si, oui, c'est vrai que ça peut être plus difficile d'accès, mais pas dans son cas. Les jeunes étaient extrêmement importants pour lui, hein, que ce soit Daniel Clark ou que ce soit d'autres. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment de redonner aux jeunes et donner le goût de la musique aux jeunes et donner de l'espoir aussi à la jeunesse. Et parlant de jeunes, on a parlé à cet autre prodige et jeune pour qui il a été un mentor, Daniel Clark. On l'écoute. Il avait toujours le respect pour tout le monde. Donc, pour moi, ça, c'est ce qui m'a vraiment touché avec lui. Donc, avec tous les concerts qu'on a fait, tous les projets, la chose qui ressort, c'est vraiment la façon qu'il traite les gens. Et il traite tout le monde de la même façon, avec générosité. Et donc, ça, c'est ce que je veux que les gens se rappellent de lui comme personne. Parce qu'il était une personne exceptionnelle. Des beaux témoignages. Et tu veux aussi nous parler du festival Le Goût du paysage. C'est une première édition, un festival complètement écolo, sans émission. Il y a Dumas et Émile Proulx-Cloutier qui vont se produire à travers le Québec. C'est complètement gratuit. C'est entre le 15 et le 22 août. C'est gratuit, c'est gourmand. Vous apportez vos chaises. 150 personnes maximum par représentation. Il y aura un spectacle conjoint, tous les deux ensemble, le 22 août. Papillon.io. C'est gourmand, c'est gratuit. On aime ça. C'est écolo en plus. Merci, Raphaël. Dans le sud-ouest de la France, la Gironde est ravagée par un gigantesque incendie, tellement qu'une impressionnante tornade de feu s'est formée au cœur des flammes. Regardez ces images. Ce phénomène se produit lorsqu'un incendie devient suffisamment puissant pour créer son propre système de vent. Le Brésil a déjà détruit près de 2000 hectares de forêt. Ça représente environ 28 000 terrains de soccer. Le film L'Odyssée trône présentement au sommet du box-office et c'est une Canadienne qui double l'acteur Matt Damon dans certaines cascades du film. Il s'agit de Devlin Dalton, qui a d'ailleurs reçu tout un compliment de l'acteur américain. Dans une entrevue, il a dit qu'elle avait les plus beaux bras qu'il ait jamais vus de sa vie. La cascadeuse l'a remercié pour son commentaire et elle a ajouté qu'il est important pour elle qu'on célèbre les femmes fortes et athlétiques. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup d'avoir été là. À 22h, on va revenir sur notre histoire exclusive. On va analyser la grève des ingénieurs qui dure depuis 10 jours maintenant. Il y a des ingénieurs du gouvernement provincial. C'est un conflit de travail qui risque d'avoir de très lourdes conséquences si ça ne se règle pas rapidement. Et là-dessus aussi, on va revenir sur la conclusion de la rencontre entre les premiers ministres à Charlottetown.